Ok, bah on y est. Du coup, bonsoir plutôt. J'allais dire Bonsoir. bonjour, mais en fait, il est quand même 19h. On fait ce petit podcast pour parler de toi, parler de ce que tu fais, un peu du chemin qui t'a amené à ce que tu fais. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu d'abord ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Lali, je suis graphiste et illustratrice et je poste notamment mes dessins sur Instagram sous le nom Rune de Miel. Voilà, donc je suis graphiste de métier et je fais de l'illustration sur le côté, mais je touche un peu à tout, je fais autant du print que du digital et je fais aussi pas mal d'exploration manuelle. Voilà. Ok. Comment ça, l'exploration manuelle ? C'est-à-dire que tu crées physiquement, ou tu peins, ou tu dessines ? Ouais, ou j'ai tu... fait pas mal de sérigraphie notamment sur le textile. Ok, Tout trop est bien. lié à mon univers graphique, mais voilà, je touche un peu à tout. À tout, trop bien, ok. Justement, on va parler de ton nom, parce que quand on s'est rencontrés, je crois il y a un mois, t'avais un nom différent. D'ailleurs, j'ai pas changé ton nom sur... Mais du coup, voilà, est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu as changé ? Est-ce que c'est parce que tu te sens en ce moment différente et que du coup, ce nom-là te correspond mieux ? Enfin, je sais pas si t'as une... Alors du coup mon nom d'avant c'était Roux Acajou et aujourd'hui du coup maintenant c'est Rune de Miel et en effet je sentais la nécessité de changer un petit peu parce que alors à l'époque j'avais choisi Roux Acajou pour des raisons où je m'y retrouve plus trop en fait actuellement. Okay. C'était lié parce que j'avais fait une couleur rousse et je m'associais beaucoup à cette couleur et je trouvais que ça matchait bien, que ça faisait un peu édito et que ça correspondait à mon univers que j'avais avant. Où je voulais plus me diriger dans le graphisme, peut-être me lancer en tant qu'indépendant, donc je voulais un truc un peu qui fasse un peu entrepreneurial, tu vois. Qui te correspond. Et du coup, voilà, je trouvais que Roux Acajou à l'époque matchait bien. Et puis mon univers s'est un petit peu développé là ces dernières années. Je me retrouvais plus trop dans ce nom-là. Donc je suis partie sur Rune de Miel qui correspond un peu plus à mon identité actuelle et qui fait référence aussi à des choses plus personnelles. Et du coup j'ai sauté le pas, ça faisait un moment que je voulais et j'arrivais pas. Ah, tu pensais depuis déjà quelques temps ? Ouais, en fait pour être honnête ça fait bien 1 an que j'y pense. Parce que voilà, j'ai vraiment développé mon identité en termes de dessin et je trouvais que ça matchait plus trop avec Roux Acajou. Je voulais quelque chose de plus mystérieux qui colle plus à mes dessins. Et du coup, j'ai sauté le pas. Bravo. Et j'ai changé de nom et du coup, ça marque une belle avancée dans mon parcours en vrai. Bah oui, et puis c'est un gros changement quoi. Enfin, c'est vrai que quand tu commences à te faire connaître avec un nom, c'est courageux de le changer parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont pas trop comprendre et enfin tu vois et du coup je suppose aussi que comme t'expliquais si tu le changes ton nom c'est parce que t'as un peu une nouvelle DA et des nouvelles t'as évolué quoi donc ça peut parfois ne pas plaire à tout le monde enfin je sais pas mais du coup bravo parce que c'est courageux. Merci. J'ai pas reçu trop de commentaires négatifs. Oui non bah après je pense pas que les gens ils soient mais en tout cas moi ça me correspond plus et je me sens plus en accord avec ce nom là. Donc en termes de projets futurs aussi, je me sens plus à l'aise avec ce choix-là. Trop bien, bon bah parfait. Tu disais aussi que tu avais un peu du mal avec le terme illustratrice. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que t'as l'impression que ça te correspond pas tant ? Est-ce que c'est le terme qui tu trouves qui est pas... Enfin voilà, est-ce qu'il y a une autre définition du coup ? Est-ce qu'il y a un autre terme qui te correspond plus ? Est-ce que... voilà, je sais pas si c'est un... Ouais, c'est vrai que c'est en gros une question de légitimité. Hein. Je me sens juste pas hyper légitime avec le terme illustratrice parce que ça veut dire rentrer peut-être dans une case où je me sens pas toujours légitime d'être. Ça, c'est un problème. Et après, en même temps, avoir une étiquette, c'est quand même pratique parce que ça permet de comprendre. Enfin, les gens comprennent plus facilement ce que je fais aussi et vers quoi je tends. Donc voilà, aujourd'hui, je m'y retrouve bien. C'est juste moi un petit travail sur moi-même d'accepter que oui, ça correspond à ce que je fais. Après, voilà, c'est surtout ça, une question de légitimité où il faut que je bosse sur moi-même et que j'accepte que oui, en fait, j'ai le droit. Tu as le droit totalement, je te le confirme. Et même si je coche pas toutes les cases de l'illustratrice, c'est ce que j'ai envie d'être. Donc à un moment, il faut mettre des mots et être fière de les mettre. Carrément, voilà. Je suis d'accord. Est-ce que c'est aussi parce que t'as peut-être peur de rentrer un peu dans une cage et d'être figée ? Vu que tu disais que tu fais pas mal de choses autres comme art, est-ce que du coup c'est parce que aussi t'as peut-être peur de pas... t'as pas envie d'être juste illustratrice et c'est tout quoi, t'as pas envie d'être figée dans une boîte et c'est peut-être ça aussi ? Je sais pas. Ça peut jouer aussi un petit peu, après pour le coup...
Maintenant, on met un peu des étiquettes sur tout et c'est un peu facile aussi de changer d'étiquette entre guillemets. Du coup, ça va, j'ai pas trop cette peur-là parce que je me dis que si mon travail évolue, j'aurais pas de mal à adapter ça. C'est vrai. Donc voilà, je le vois plus comme ça. Voilà, en gros. Ok. Et vu que tu touches un peu à tout dans l'art, est-ce que parfois tu as l'impression d'être un peu éparpillée? Est-ce que parfois tu te dis, oula, en fait, Ok, c'est trop bien, je m'intéresse à tout, je suis super curieuse, c'est cool, mais j'ai du mal à rester sur un projet ou un sujet, ou non, c'est pas quelque chose qui te... Ouais, c'est vrai que je peux être un peu éparpillée. Après, ça fait partie de moi et de ma personnalité. Et en même temps, tous les projets que j'ai pu faire à côté qui touchent à d'autres médiums, donc j'ai fait de la sérigraphie, mais j'ai aussi fait du court-métrage. Ça a rejoint mon univers et mon identité. Je trouve qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup et je sors pas trop de mon identité non plus. Je me perds pas trop sur l'univers que j'ai envie de transmettre. Donc éparpillée oui, mais en même temps je reste t'es quand même concentrée quoi. Voilà, c'est ça, je suis quand même focus sur ce que j'ai envie de transmettre et quelle est ma personnalité aussi en tant que graphiste et illustratrice et tout ce que je touche à côté aussi. Tu me disais que tu voulais tu voulais faire des tatous. Et moi justement c'est ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai vu ta page Instagram, je t'en avais parlé je crois. C'est que pour moi en fait je pensais que t'étais tatoueuse, enfin je pensais que c'était vraiment une DA tatoueuse, je sais pas trop si ça se dit, si un peu, mais du coup je pense que c'est un peu tu me disais que c'était un peu que tu tenais à ce but là quoi, enfin peut-être en 2025, peut-être en 2026 on te le souhaite. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu, enfin c'est un truc que t'as toujours voulu faire ou c'est juste en ce moment tu te dis bon je me rends compte que le tatouage ça m'intéresse vraiment, enfin comment t'en es venu un peu à ça. Bah en fait déjà ça m'a fait hyper plaisir que tu me le fasses remarquer. T'es pas la première personne à me le dire et c'est vrai que mon style graphique matcherait bien avec un univers de tatouage. Moi pour être honnête ça fait quelques années maintenant que j'y pense, ça va faire 2 ans que j'ai un petit peu ça dans le coin de ma tête parce que c'est une technique et un médium qui m'attire beaucoup parce que c'est permanent et assez intime aussi totalement pour le coup. et donc ça c'est quelque chose qui m'attire bien et donc je trouve que c'est un peu une extension naturelle aussi à ce que je fais maintenant de par mon style. Donc ça, c'est un petit objectif pour 2025. Après, je sais pas trop comment je vais le développer parce que c'est pas mon objectif principal. Mais voilà, ça me reste en tête et je pense que là, je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je peux développer ce projet. L'idée, c'est surtout d'apprendre dans un premier temps et de voir si ça me plaît. Parce que tatouer sur de la peau, c'est quand même, ça peut être spécial quand même. Et donc, voir si ça me plaît ou si c'est juste moi l'image que j'ai du tatouage parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Enfin, je suis tatouée, j'aimerais avoir plein de tatouages et voilà. Mais ouais, j'y pense et j'espère que ça va venir à moi, même si ça ne devient pas une activité professionnelle ou quoi, au moins que je vais tester cette technique. Oui, tester, essayer, et puis voir. Voilà, c'est ça. Okay. Et ça matche bien avec mon style, donc carrément, pourquoi pas. Comme tu touches un petit peu à tout, est-ce que tu as peur parfois de dire alors ça, est-ce que c'est un peu comme une to-do list quoi, bon ça je l'ai fait, c'est trop bien, j'aime bien faire ça. Maintenant, si je fais du tatouage, est-ce que parfois t'as peur aussi de l'échec, tu vois, parce que quand tu veux tester plusieurs choses, parfois tu peux être déçu et te dire, en fait non, ce côté-là, j'y arrive un peu moins, enfin, ou alors justement, est-ce que ça te motive à tester plein de trucs et dire, je vais avoir vraiment plein de compétences. C'est un petit peu des deux en vrai. C'est vrai que je travaille sur cette peur de l'échec que j'ai quand même. On a tous, t'inquiète. Ouais, j'ai un peu ce profil de j'aime bien toucher à tout, mais en même temps quand je commence un truc j'ai envie d'être direct au top, tu vois. Genre je travaille dessus, mais j'ai un peu du mal à accepter qu'il y a parfois une marge de progression et que c'est pas tout de suite parfait. J'ai eu ça notamment avec la sérigraphie, genre le premier truc que j'ai fait, c'était raté, tu vois. Oui, mais c'est normal. Et genre j'ai mis 6 mois à digérer le truc, à me dire ok, je vais refaire quand même parce que ça sera mieux. Et la deuxième fois c'était mieux, donc j'étais en mode ok, faut persévérer. Bien sûr. Mais donc ouais, c'est vrai que la peur de l'échec peut un petit peu me paralyser et me freiner un petit peu pour me lancer. Et en même temps, c'est challengeant et ça booste aussi. Et du coup, quand on voit qu'on progresse, c'est hyper valorisant. Après, voilà, c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir un peu faire plus toujours et comme tu disais, cocher des petites cases et vouloir avancer. Mais ouais, c'est un truc sur lequel je travaille. Tu me disais aussi que parfois tu pouvais te sentir frustrée un peu. Comment ça se traduit, est-ce que c'est quand tu commences quelque chose, tu es vite frustrée, tu t'ennuies un peu, parce que tu t'ennuies et du coup
t'as vite de la frustration qui arrive ou comment ça arrive ce sentiment chez toi? Bah, il y a un petit peu d'ennui, ouais, parce que je suis quelqu'un où j'ai besoin d'être pas mal stimulée intellectuellement. Okay. Et il y a aussi, bah voilà, ça rejoint un peu ce que je disais, j'ai jamais été, enfin j'ai fait des études d'art du coup, mais j'ai jamais été la meuf qui a un talent, tu vois. Oh, tu vas dire ça. Non mais dans le sens où, après c'est un peu l'image que j'ai, mais par exemple j'avais des cours d'art appliqué, je suis pas arrivée le premier coup en faisant des trucs de dingue, quoi. J'ai dû travailler vraiment. Ok, mais c'est vrai qu'il y a des gens, tu vois, il y a des gens, tu vois, c'est inné. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Une ligne, c'est incroyable. Et c'est trop bien, et c'est une chance, et voilà, chacun, peut-être j'ai juste pas trouvé ce pourquoi j'ai un talent, entre guillemets, où c'est inné. Mais ouais, du coup, ça peut jouer aussi un peu sur ma frustration d'avoir la sensation de devoir plus travailler pour atteindre un résultat qui me satisfait. Après, voilà, faut travailler aussi sur soi, hein, parce que... Ouais, je pense que t'es dur avec toi-même, parce que ce que tu fais, c'est super, et puis moi, je serais incapable de faire ça non plus. Et je pense que tu te rends pas compte que toi, et t'as peut-être effectivement besoin vraiment de... Enfin, peut-être aussi, comment on appelle ça perfectionniste, tu cherches le mot? Ouais, ok. Ouais, un petit peu. En tout cas, j'ai du mal à être satisfaite de ce que je fais. Alors aujourd'hui, beaucoup plus parce que j'ai un petit peu travaillé sur moi quand même. Oui. Mais heureusement, mais du coup, il y a un peu des deux. Il y a un peu ce besoin d'être très stimulée intellectuellement et du coup, je me lasse assez vite, entre guillemets. Alors voilà, je travaille aussi dessus. Mais et aussi cette petite frustration que ce soit pas aussi parfait que je l'aimerais. Ok. Et est-ce que dans tout ton parcours, du coup, vu que tu as vraiment fait pas mal de choses, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment sentie perdue et tu t'es dit, ok, là, en fait, je vais vers une direction qui me convient pas ou pas, où ça a toujours été plus ou moins inné, enfin, où tu as toujours suivi... Bah non, en vrai, assez récemment, là, il y a moins de 6 mois, j'ai eu un petit passage à vide. Moi, sur mon parcours, en fait, donc, je suis graphiste de formation. Et donc, du coup, tu as fait une école Bah, en fait, si tu veux, pour moi, être graphiste, c'était un peu une vocation. Genre, à 15 ans, j'étais en mode, je veux faire ça et trop tout. Bien. J'ai découvert le métier et j'étais en mode, ok, ça a l'air vraiment chouette. Et donc, j'avais cet objectif-là. Donc, moi, je suis de nationalité française, donc j'ai fait mes études en France et j'ai fait un bac professionnel en communication visuelle et plurimédia. Donc, en gros, ça te forme à être graphiste, quoi. Ok, trop bien. Donc, ça, j'étais de mes 15 ans jusqu'au bac, quoi. Et c'était chouette. Puis après, j'ai continué mes études en diplôme national des métiers d'art et du design. Et là, j'ai fait 1 an, puis j'ai arrêté et je suis venue à Bruxelles pour travailler. Donc ça, c'est mon parcours un petit peu. Donc vocation de graphiste. Et puis un petit peu désillusion du terrain, du monde, en tout cas de comment je pouvais exercer vraiment ce métier-là, qui demande d'être créatif, mais en fait il y a plein de manières d'être créatif et voilà, la manière dont je l'ai exercé à un moment m'a fait me poser la question de est-ce que je suis à ma place ou pas. Je me sentais pas assez épanouie, donc j'ai eu un petit moment de pause où je me suis dit est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça, où j'en suis. Et puis moi, dans la créativité, j'avais tendance à mettre beaucoup de moi, même dans des projets professionnels qui n'avaient rien à voir avec moi. En fait, je mettais tellement d'énergie que du coup, j'étais dans un piège, quoi. Et du coup, le moindre retour, la moindre chose avait un impact beaucoup trop fort sur moi. Alors même si je le montrais pas trop et tout, ça avait un impact. Et du coup, cet été, j'ai décidé de démissionner de mon job de graphiste. Donc c'était assez dur parce que j'avais quand même un CDI et tout, donc c'est difficile de quitter la stabilité. Bah oui, totalement. Et donc j'ai eu un moment où j'ai vraiment pris le temps pour moi aussi. J'ai pas trop créé à ce moment-là, j'ai pas trop dessiné. Parfois, ça va faire des pauses pour se recentrer un peu. J'avais besoin de prendre ce temps-là parce que je savais pas trop dans quelle direction je voulais aller. Et puis là, aujourd'hui, ça s'est un petit peu ça s'est réglé, donc c'est chouette. Et même si c'était un moment difficile, ça m'a beaucoup apporté et je sens que j'ai pas mal évolué personnellement avec moi-même et tout. Donc voilà, mais ouais, récemment, je crois que c'est la plus grosse crise, entre guillemets, de mon parcours artistique, où j'étais en mode j'ai plus envie de dessiner, j'ai plus envie de créer, et qu'est-ce qui m'arrive alors que je fais ça depuis toujours, parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est créativité, activité manuelle, etc. Donc voilà. Et est-ce que t'avais pas aussi ce truc, parfois quand on travaille en agence, on est aussi vachement restreint? Enfin, tu vois, t'as des clients, donc tu peux pas faire un peu ce que tu veux. Donc je pense qu'en tant qu'artiste, parfois tu dois te dire non, mais
ça me bloque, quoi. Je suis frustrée parce que je peux pas faire exactement ce que je veux et puis ça doit rentrer dans des cases et ça peut être frustrant, je suppose. Je sais Bah, si pour le t'avais coup, ressenti j'étais ça. pas dans une agence, je Ah oui, travaillais t'étais- pour une marque. Ah oui, ok. Mais après, c'est les mêmes Oui, contraintes. Hein. bien sûr. T'as quand même des briefs très stricts et au final, t'es pas 100% créatif. Voilà, je fais pas de lead en graphisme, tu peux faire de l'identité visuelle par exemple, tu crées des logos, tu crées un univers et tout. Ouais. Moi, au sein d'une marque, c'est pas ce que je faisais. Alors, je faisais des choses quand même intéressantes, mais qui me correspondaient pas en termes de ce que j'avais envie de développer. Et voilà, c'était une très chouette expérience. Je suis restée quand même presque 2 ans Ah oui, ok, là-bas. je pensais donc, que c'était moins longtemps. non, je suis restée quand même presque 2 ans, donc ça m'a apporté plein de choses et tout, professionnellement, personnellement. Mais juste créativement, il y a un moment où ça me stimulait plus assez. Bloqué, quoi. Et voilà, c'était pas ce que je souhaitais pour la suite. Et donc, il y a un moment où quand on se sent plus à sa place, faut prendre un peu des risques. Ouais. Donc j'ai eu le privilège de pouvoir prendre ce risque-là, donc je l'ai fait. Et c'est ma meilleure décision, je pense, Bah, tant mieux. de l'année 2025, là, d'avoir commencé une formation et tout, et puis d'avoir quitté ce job. Parce que du coup, ta formation, donc, c'est en UX design, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça consiste ou... ouais, c'est UI et UX design. Ok. Donc, les deux sont liés, c'est juste que la partie UI, c'est vraiment du design, c'est du design d'interface. Pour vulgariser, c'est tout ce qui est design de site internet, Ok. applications. Mais ça peut aussi être toutes les interfaces, par exemple la borne que tu as dans le métro, il y a un designer qui l'a pensé, etc. Ok. En termes de design. Et l'UX, c'est l'expérience utilisateur, donc c'est toute la recherche autour des besoins et de l'expérience utilisateur. Donc là, c'est vraiment de l'analyse en fait, c'est de la recherche et tout. Donc c'est intéressant parce que tu as vraiment deux parties ensemble. Tu as une partie assez créative qui touche au design et une partie plus analytique. Voilà. Du coup, les deux me plaisent bien parce que je garde ce côté créatif, mais il prend plus 100% oui, c'est de ça, la place. il y a un peu de stratégie aussi. Est-ce que par exemple, quand tu vas sur un site internet et que tu as une petite page qui s'ouvre, puis je peux vous aider ou des choses comme ça fait partie par exemple de ce que tu fais? Ok. Tout, en fait, tu réfléchis à la fois, en l'UI, c'est les couleurs, les typos, comment tu vas placer tel texte, etc. Et puis l'UX, ça va être vraiment le parcours utilisateur. Donc, quand tu vas cliquer à tel endroit, tu vas aller sur telle page. Quelle page tu vas mettre plus en avant sur le site internet par rapport au retour que tu as eu ou des choses comme ça. Tu vois, c'est assez large et c'est hyper intéressant. Ok, bah on va changer un peu de sujet, complètement de sujet. Mais t'as été diagnostiquée du coup de TDAH ou TDAH? TDAH. Ok, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà ce que c'est? Parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde, enfin même pour moi c'est pas toujours clair. Alors je suis pas psychologue, donc non, mais ouais, ou alors du tien, enfin du coup parler. Ouais, alors j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, donc c'est trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Tu peux avoir soit sans hyperactivité, soit avec hyperactivité. Donc c'est juste une petite nuance, quoi. J'ai été diagnostiquée récemment, donc ça fait pas longtemps que je le sais. Et du coup, chez moi, ça se traduit plutôt par une hyperactivité mentale. Le fait que le fait que tu veux faire plein de trucs tout le temps. Ça fait partie de mes petits trucs liés à ça. Mais du coup, hyperactivité mentale, le fait que je réfléchisse beaucoup, que j'ai besoin d'être très fort stimulée intellectuellement. Et voilà, il y a plein de petites subtilités, mais globalement, c'est surtout ça. C'est généralement, quand on dit hyperactivité, on imagine les enfants qui courent partout, qui se jettent partout. Moi, c'était pas mon cas, ça se traduit différemment. Mais voilà, du coup, ça touche à ça. Après, j'ai pas la définition. Non, mais c'est très bien, pardon, j'avoue, j'ai pas envie de te... T'inquiète. Mais est-ce que du coup, ça a changé la perception sur toi et sur ton travail depuis que tu sais que depuis que t'as été diagnostiquée? Ou pas du tout? Est-ce que du coup maintenant tu comprends certaines choses? Ouais, ça m'a permis de me comprendre davantage, comment je fonctionne et voilà, parfois j'étais un petit peu... je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas la norme, entre guillemets. Après, je mettais pas de mots dessus. Et quand j'ai su, je me suis reconnue dans le diagnostic et voilà, c'était pas une surprise pour moi quand je l'ai su. Mais du coup, ça m'a permis de plus comprendre comment j'allais pouvoir compenser ça pour en faire une force en fait et pas le subir. Et puis dans mon travail aussi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça m'impacte négativement. Donc par exemple, tu vois, je suis très sensible au sens, donc tout ce qui est bruit,
odeur, enfin tout. Ça va vite me déconcentrer. Genre, je sais que travailler dans un open space, pour moi, sans des écouteurs où je peux être dans ma bulle, je vais être moins efficace. À la fin de la journée, je vais être plus fatiguée, je vais être plus irritable parce que ça me prend beaucoup d'énergie mentale pour me focus, quoi. Donc voilà, ça me permet vraiment de cibler ça et qu'est-ce que je peux mettre en place pour le vivre au mieux, quoi. Ok. Ouais, du coup, c'est vrai que maintenant tu sais, donc tu peux comment dire, un peu mieux gérer la chose. Enfin, c'est horrible de parler comme ça, mais voilà, tu peux te concentrer, enfin savoir ce qui va te déconcentrer et puis du coup. C'est ça, en vrai, j'apprends davantage à me connaître et du coup à mettre des choses en place pour compenser, en vrai on dit ça, pour compenser le TDAH et qu'il ait moins d'impact dans la vie de tous les jours, quoi. Ok. Et tu le ressens aussi dans ta vie personnelle? Enfin, il y a eu aussi des changements depuis que tu sais ça? Ou enfin, t'as peut-être pas envie d'en parler, je le ressens dans ma vie personnelle aussi, pas que dans le travail, mais l'exemple que je donne toujours, c'est la conduite. Moi, j'ai un problème avec la conduite. Ah ouais, okay. Non, mais genre, j'ai... Faut pas monter en voiture avec toi, quoi. Bah, j'ai pas le permis déjà, donc on va régler le problème. Mais je prenais des cours de conduite et j'ai passé 2 fois mon permis en France, puis après je suis partie en Belgique, donc j'ai un peu mis ça de côté. Mais je comprenais pas pourquoi ça a été très difficile pour moi, puisque pendant les heures de conduite, j'avais beaucoup de mal à gérer à la fois le formateur qui me donnait des instructions, la mécanique de la voiture, ce qui se passait dehors. En fait, ça faisait too much pour moi. Et genre, mon cerveau était un peu... il frisait, quoi, tu vois. Genre, parfois, le formateur, il disait, mais pourquoi tu fais ça? Et j'étais juste en mode, too much. Trop d'informations. Je peux rien faire. je n'arrive plus à gérer. Et tu vois, typiquement, maintenant que je sais que à ce moment-là, je comprenais pas et j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi pour que ça fonctionne pas? Et ça m'a impacté et tout assez fort. Parce que le permis, les 3/4 des gens l'ont et tout, donc t'es un peu une remise en question de pourquoi moi je le rate, moi, tu vois. C'est ça, Et maintenant que je sais ce diagnostic, aujourd'hui je referais les choses différemment. Tu vois, par exemple, j'irais plus vers un permis en boîte auto qui me permette de déjà enlever un truc, même si en soi, je gérais bien la mécanique et tout, tu vois, mais qui me permettrait de me focus sur d'autres éléments qui sont plus importants en termes de sécurité, quoi. Okay. Donc ça, c'est un exemple concret qui joue sur ma vie personnelle. Après, dans mes relations et tout, j'ai pas assez de recul pour analyser ça et me rendre compte ou pas si ça a un impact aujourd'hui. Je l'ai vraiment vu sur la sensibilité des sens où je mettais pas trop de mots dessus. Et voilà, la concentration et émotionnellement aussi d'être vite submergée tu vois, de plein de trucs. Ok, je comprends. Par rapport aussi, on en parlait tout à l'heure, mais tu sais, à la question de la place, est-ce que tu penses que c'est important de se remettre souvent en question et te demander si on est à la bonne place, ou tu penses que tu aimerais bien ne plus te poser cette question-là et que ça soit, naturel? Parce que je trouve que parfois c'est quand même bien de pouvoir se poser cette question-là et c'est aussi comme ça qu'on évolue. Enfin, toi, la preuve, c'est ce qui s'est passé aussi. Mais du coup, toi, est-ce que tu dis, bon, c'est bon, là, j'en ai marre, j'aimerais bien avancer et me poser cette question-là et que tout se fasse naturellement? Ou alors, pour toi, c'était vraiment important de, parfois, enfin, je sais pas à quelle fréquence, mais d'avoir des petites remises en question comme celle-ci je crois que c'est une question très difficile à se poser et que quand on est en plein dedans, c'est dur. Mais en même temps, j'ai la sensation que ça peut être un peu le combat de toute une vie aussi. Totalement. De se sentir à la bonne place. Je crois qu'il y a des périodes où ça va et des périodes où ça va moins bien. Et du coup, j'aurais tendance, même si c'est difficile, à dire que en fait, c'est plutôt simple de se poser cette question parce que c'est repositionner ses limites, savoir si on est épanoui dans la vie qu'on a et dans les choix qu'on a fait. Et si c'est pas le cas, moi, je sais que personnellement, je suis assez orientée solution. Tu vois, quand ça va pas, je suis en mode ok. Plan A, plan B, plan C. Quelle direction je choisis et tout. Donc ça, en vrai, c'est une force et j'en suis fière. Mais du coup, je pense que c'est une question qui est quand même importante à se poser et de refaire le point quand même de temps en temps. Après, évidemment, le moins souvent possible, c'est quand même chouette, tu vois, quand c'est tout. Et 6 mois, bon, c'est un peu relou. Mais sinon, je crois que c'est plutôt bénéfique et que ça veut dire qu'on est à l'écoute de soi et de où on en est et tout. Donc voilà, j'aurais tendance à dire ça. En tout cas, moi j'espère que j'aurai le courage de me reposer cette question si à un moment je me sens pas bien et que j'aurai le courage de reprendre aussi des décisions parfois un peu radicales mais qui 6 mois après ont un impact ultra positif sur la vie que j'ai. Ok. On parlait aussi de la légitimité tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression que c'est en rapport avec ton TDAH ou non, en fait c'est ta personnalité qui est comme ça
Et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec le TDAH ou pas du tout Parce que Bah pour moi personnellement, vu que ça fait peu de temps que j'ai le diagnostic, je l'ai pas mal vécu aussi, tu vois. Genre après j'ai un entourage aussi ultra bienveillant où les questions de santé mentale, de psychologie et tout, on en parle beaucoup, donc je me suis pas sentie stigmatisée ou voilà. Donc moi j'ai la sensation que c'est plus lié à mon histoire et à mon parcours. Souvent d'ailleurs la question de est-ce que je suis à la bonne place, elle est aussi liée à ce qu'on a vécu plus jeune et à la place qu'on a. Enfin moi personnellement en tout cas c'est à la place qu'on a eue, qu'on m'a donnée et voilà, du coup c'est pour ça que moi je pense que ça sera un peu mon combat de toute une vie. mais du coup ouais, je pense que c'est plus lié à mon histoire personnelle que à mon diagnostic. Mais je pense qu'en vrai, chaque personne pourrait te donner une réponse différente là-dessus. Mais moi, en tout cas, c'est plus lié à ça. C'est vrai que ce diagnostic-là, il m'a permis de mieux me comprendre, mais j'en ai pas fait une fin en soi, tu vois. J'en parle quand je peux en parler, mais tout ne tourne pas autour de ça pour moi, tu vois. Donc c'est plus de par mon histoire personnelle. Ok. Justement, quand tu as des petits moments de doute comme ça, des moments où ça va pas, est-ce que tu as une solution? Enfin, il n'y a pas vraiment de solution, mais tu vois, est-ce que t'as une façon de faire? Comme tu dis, tu es quand même très pragmatique. Souvent, tu as comme tu disais, tu as un plan A, un plan B, un plan C, ça je trouve ça dingue. Enfin, c'est génial d'avoir ça. Mais est-ce que aussi tu te dis, bon, ok, là, je sais pas, je retourne voir mes proches ou voilà, est-ce que tu as des petites. Alors, j'ai pas de solution miracle. Non, personne non, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup conseillé, mais d'écrire. Moi, ça m'a pas mal aidé pendant une grosse période. Là, j'écrivais tous les jours et tout. Même si c'est. À un moment, j'avais du mal. Avant de commencer à écrire, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais écrire, tu vois, qu'est-ce que je vais raconter. Et en fait, à un moment, j'ai lâché prise et j'ai juste lâché ce que j'avais sur le cœur et ça m'a fait du bien. Surtout, ça permet aussi de revenir dessus quelques mois après et de voir de relire, de voir l'évolution, d'analyser aussi, ok, à tel moment, il y a ça qui revient souvent. Donc, c'est peut-être qu'effectivement, c'est un point important sur lequel s'arrêter et travailler. Et du coup, avec l'écriture, c'est ce qui m'a permis au fur et à mesure de pouvoir faire ce truc de quels sont mes plans et tout. Ça, c'est mon esprit pragmatique. mais il y a aussi des moments où je bade et j'arrive pas à faire ça et c'est ok aussi. Et bien voilà. Donc, moi, ma petite solution, si je puis dire, mon petit conseil, ce serait d'écrire et de faire de l'écriture intuitive et de un peu tout lâcher sur papier et de voir après plus tard ce qu'il en est et manger beaucoup de glace. Ok. Est-ce que t'as aussi un truc de un peu faire plus égale être plus? Enfin, je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Toujours avoir besoin, comme si tu devais, peut-être que c'est ta personnalité aussi, tu vois, de devoir un peu rattraper enfin pas un retard, mais je sais pas, de vouloir avancer super vite dans la vie, de vouloir apprendre plein de choses. Est-ce que tu ressens ça par rapport à toi ou... Bah, je l'avais pas trop conscientisé. Là, plus je grandis, plus je m'en rends compte, aussi avec le regard extérieur. C'est vrai que du coup, moi, j'ai que 22 ans et bon, j'ai un parcours de fou, mais je suis quand même changé de pays à 18 ans. Par exemple, j'ai eu mon premier CDI assez jeune et tout, donc des étapes où, en tout cas, du regard extérieur, parfois on me dit « Ah ouais, tout ça déjà à 22 ans et tout », moi je suis bon, normal. Alors que non, en vrai, après, chacun avance à son rythme et c'est ok. Et voilà, du coup, je conscientisais pas trop ce truc de toujours faire plus. Et en même temps, là, je l'ai conscientisé aussi il y a récemment, il y a quelques années, parce que je célébrais pas assez, en fait. Je passais très vite à la suite. Genre, j'atteignais un objectif et j'étais en mode, en fait, normal, j'ai travaillé pour ça. Du coup, c'est quoi la suite? Et j'avais pas ce moment de... Ah, mais en fait, Lali, le projet il est fini, t'es arrivé au bout, c'est cool. Prends le temps de... Non, j'étais juste en mode, ouais, mais c'est quoi le prochain projet? Parce que bon... Donc ouais, quand même, même si je l'ai conscientisé que récemment, j'ai quand même ce truc de faire plus, toujours plus et apprendre plus. Et je crois qu'en plus, dans la société dans laquelle on est actuellement, il y a un peu cette urgence de vivre aussi et de... Carrément, ouais. Et moi, je l'ai fort, ça, en vrai. Ça va avec moi-même et avec les décisions que je prends, mais ouais, un petit peu cette urgence de vivre et d'apprendre un maximum de choses et de pas vouloir regretter aussi les choix que j'ai faits, etc. Donc ouais, je me retrouve quand même un peu là-dedans. Après, j'essaye justement de célébrer plus, de prendre plus le temps...
d'être fière aussi de ce que je fais. Et voilà. Ok. Justement, tu parlais d'indépendance. Toi, t'es très attachée à l'indépendance, je crois. T'es arrivée aussi à Bruxelles, du coup, assez jeune, comme tu dis. Est-ce que pour toi, c'est une force ou parfois c'est un peu un poids de vouloir absolument son indépendance? Enfin, comment tu le perçois maintenant? Un peu les deux, en vrai, il n'y a pas de réponse radicale, mais c'est vrai que l'indépendance, moi, c'est hyper important pour moi, de par ce que m'ont transmis surtout ma grand-mère et ma maman. Et du coup, j'étais très attachée à ça. Pour moi, ça a eu plus d'aspects positifs que négatifs. Ok, donc, tout va bien. ouais. Moi, l'indépendance, ça m'a libérée et j'ai l'impression que depuis que je suis à Bruxelles, genre, j'ai commencé à vivre, quoi. Ok. Donc, ouais, ça a été plus libérateur qu'un poids. Après, c'est pas toujours facile non plus parce que quand on est très attaché à l'indépendance, on a parfois du mal aussi à demander de l'aide. Et c'est vrai que j'ai tendance à me voir moi comme seule ressource, quoi. Alors que en fait c'est hyper important de pouvoir compter sur son entourage et demander de l'aide et tout. Du coup parfois je peux être un peu avec moi-même, être en non, je vais pas demander de l'aide, je suis indépendante et voilà. Et en même temps c'est une grande force aussi parce que je me sens pas dépendante d'autres personnes, tu vois. Donc voilà. Ok, et du coup oui, comme tu dis, en fait parfois c'est quand même un peu pesant parce que t'es un peu seule avec toi-même, quoi. Enfin, tu vois, ouais, il y a des moments où il faut un peu se faire violence et se dire, en fait, Lali, c'est bon, genre, t'as le droit de demander de l'aide, t'as le droit de compter sur les autres et tout, et ça fait pas de toi quelqu'un de pas indépendant, et voilà. Donc, il faut un peu... en fait, il faut que j'arrive à trouver le curseur et trouver l'équilibre que je trouve petit à petit, donc c'est chouette. Mais je suis arrivée à Bruxelles, c'était fois 10 000, tu vois, ça, parce que c'était un objectif pour moi. Et... je veux dire, c'était un énorme changement, tout d'un coup tu te retrouves toute seule dans un autre pays, c'est normal aussi, tu vois. Puis tu vois, j'ai vraiment été élevée là-dedans et dans ce truc d'indépendance et tout hyper fort, et du coup c'était décuplé chez moi à ce moment-là, et c'est positif, ça m'a apporté du positif. C'est juste que moi aujourd'hui je dois trouver l'équilibre et où placer le curseur pour que ça soit sain pour moi et que je me ferme pas à des choses chouettes et à l'entourage que j'ai ici, tu vois. Ok, justement, tu m'avais dit que t'étais très attachée, très attachée à ta famille, très proche de ta mère et de ta grand-mère. Du coup, comment tu le vis d'être loin d'elle? Est-ce que ça a renforcé un peu votre relation ou pas? Et comment tu gères ça, du coup? Parce que c'est assez paradoxal parce que t'as vraiment, comme tu disais, une envie d'être seule et de faire les choses par toi-même, et en même temps t'as du mal à comment dire, à lâcher un peu ta famille. Enfin, c'est pas lâcher, c'est pas le mot, mais à pas habiter dans le même pays qu'eux. Et donc je sais que pour toi ça c'est un peu le problème, quoi. Pareil, faut que tu te mettes un peu c'est pas toujours facile en vrai, parce que c'est vrai que je suis très proche de ma maman, mais en même temps je trouve que particulièrement avec ma maman ça accentuer le fait qu'on soit fusionnel. Je pense que ça nous a permis justement de trouver un équilibre. Vous n'aviez peut-être pas quand vous habitiez ensemble? Ouais, la dernière année c'était un peu compliqué parce que justement moi fort besoin d'indépendance et j'étais majeure et tout, et j'avais qu'une envie, c'était de partir, donc c'était un peu plus tendu avec ma maman, mais bon, après on a toujours été très proches, donc c'est aussi le revers de la pièce de quand t'es très proche avec quelqu'un. Du coup ça peut être un peu tendu parfois et c'est ok. Et du coup le fait de prendre mon indépendance, moi je me suis tout de suite sentie plus épanouie, et du coup on a été plus fusionnels et ça a pas cassé notre lien, au contraire. On s'écrit tous les jours et en fait quand on se voit on a l'impression qu'on s'est vu hier, parce que vous avez toujours des nouvelles et Après, c'est vrai que c'est pas facile dans le sens où quand il y a des moments plus compliqués, vu que je suis très proche d'elle et que c'est une ressource énorme pour moi, j'ai pas le truc de pouvoir l'appeler et qu'elle débarque pour venir m'aider boire un café dans une heure quelque part. C'est ça. Et après, en même temps, je l'ai choisi aussi, donc voilà, c'est un choix et on me l'a pas imposé, donc c'est comme ça. Mais dans les moments difficiles, c'est vrai que j'ai ce truc de j'ai pas ma mère proche de moi, j'ai pas je peux pas l'appeler si par exemple j'ai mon chien, genre si j'ai une galère avec mon chien, elle peut pas venir m'aider, tu vois, elle peut juste me répondre par message courage. Donc du coup ça c'est ça qui peut être parfois un peu plus dur. Et puis du coup tu vois moins les gens aussi, donc moi je vois ma famille peut-être tous les 6 mois. Donc t'es où en France déjà? Je suis Clermont-Ferrand, c'est pas très connu, mais il y a le festival du court-métrage. Je connaissais pas trop ce festival. Mais ouais, je viens de Clermont-Ferrand, donc c'est une petite ville.
Et du coup, c'est loin de Bruxelles en vrai, c'est genre 800 km, c'est hyper mal desservi. Donc, du coup, faut mettre une vie pour y aller. C'est galère. Un week-end, tu peux pas le faire quoi. Non, voilà, c'est ça. Donc, avec ma mère, avec qui je parle souvent, ça va, mais avec les personnes avec qui je suis moins message, moins appel, c'est vrai que parfois ça me manque d'avoir cette proximité, de pouvoir y aller. Mais du coup, c'est d'autant plus ressourçant par contre. Quand tu retournes et de toute façon, c'est un peu, je veux dire, ton instinct t'as un peu dit d'aller à Bruxelles, quoi. Donc, je pense qu'au final, tu le regrettes pas et t'es quand même bien. Ça dépend des périodes. Les périodes plus compliquées, bien sûr, parfois t'as envie d'être proche de ta famille et puis voilà. Mais je veux dire, je pense que quand même professionnellement parlant et tout, ça a été une super expérience, quoi, pour toi. Clairement. T'es aussi proche de ta grand-mère. C'est quoi, en fait, est-ce que parfois il y a aussi ce truc un peu, je sais que comme t'es très proche de ta mère et de ta grand-mère, est-ce que t'as l'impression que parfois t'as besoin de leur prouver, de leur montrer, regardez, je fais plein de choses, est-ce qu'il y a t'as besoin, c'est normal, on a envie de rendre fière notre famille, mais est-ce que tu le ressens toi un peu ça, encore peut-être plus, parce que vu que c'est des femmes aussi très indépendantes, je crois, ta mère et ta grand-mère, t'as envie de leur montrer que toi aussi t'es indépendante et que tu fais plein de trucs Alors elle me l'impose pas du tout, elle m'a jamais mis une pression quelconque à devoir être comme ci, comme ça, rentrer dans des cases, pas du tout. Après c'est vrai que inconsciemment, du coup, dans les moments plus difficiles, j'ai tendance à me comparer. Et là, du coup, je travaille un peu dessus parce qu'en vrai, on est à des époques différentes, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même parcours. Donc forcément, on n'a pas les mêmes ressources aussi, encore une fois. Donc j'essaie de lâcher un peu prise là-dessus et tout. Donc je peux l'avoir, alors j'ai pas ce truc de leur montrer, tu vois, et de devoir justifier ce que je fais et tout. Mais c'est plus avec moi-même dans les moments difficiles où... quand il y a des trucs qui vont être plus durs pour moi, je vais avoir tendance à comparer et à me dire ouais mais pourquoi moi j'y arrive pas, tu vois, par exemple, alors qu'elles ont réussi, mais là du coup j'ai ciblé ça et je suis en mode ok non, c'est pas ok, on n'a pas le même parcours, on n'a pas réfléchir comme ça sinon c'est ça, et on a chacune des difficultés différentes et encore une fois on vit pas dans la même société aussi, il n'y a pas le même regard sur la société, donc c'est très différent. Donc voilà, c'est encore une fois une question de curseur et comment s'équilibrer par rapport à ça et prendre le meilleur et pas être trop extrême dans ce truc-là, tu vois. Qu'est-ce que tu penses qu'elles t'ont... qu'est-ce qui est, comment dire, la valeur la plus précieuse qu'elles t'ont transmise Mais je crois que c'est la résilience. Okay. Je crois, c'est sûr. Mais ouais, la résilience, c'est deux femmes très résilientes qui ont vécu des moments compliqués, des étapes compliquées. Et ça vient d'elles, en vrai, toutes les deux, ce pragmatisme et cette faculté d'être orientée solution. Alors, ça veut pas dire qu'il y a des moments, il n'y a pas des moments plus difficiles, il n'y a pas des moments où c'est compliqué, il faut prendre le temps de se remettre et tout. Mais en faire des forces en fait et savoir rebondir et avancer, ça c'est une des plus grandes forces qu'elles m'ont transmises. Ok, trop chou. Et est-ce que justement à l'inverse il y a des choses qu'elles t'ont transmises que tu aimerais bien toi déconstruire, justement quand tu parlais de génération ou pas? Il y a là récemment c'est le rapport au travail. Alors pas qu'elles ont une vision du travail négative, mais c'est juste qu'elles ont une vision qui est un peu erronée maintenant. C'est peut-être un terme un peu négatif, désolée maman, désolée maman. mais voilà, à l'époque, il fallait vraiment travailler dur, on comptait pas ses heures, voilà, c'était un peu en plus des working girls. Et moi, j'essaye justement de déconstruire un peu ça et d'y mettre aussi un peu de moi dans la société actuelle, dans aujourd'hui quelle femme j'ai envie d'être, quelle importance j'ai envie de mettre à des choses différentes. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée à Bruxelles, je me suis mis beaucoup de pression par rapport au monde du travail. Ça rejoint le truc de toujours faire plus, le perfectionnisme, voilà, tout ça. Et après, quand tu sors d'études, t'as vraiment envie d'avoir direct un travail trop bien, tu vois, remplir un peu toutes les cases aussi. On t'apprend mieux, parce que dans tes études, on te dit tu vas trouver un travail après ces études, et en fait, voilà, donc c'est... Pareil, il faut un peu cocher dans la to-do, quoi. C'est ça, et puis dans le truc de un peu working girl, de pas compter ses heures et tout, c'est bien, mais le revers de la pièce, c'est que tu poses pas tes limites, et que du coup, tu finis vite épuisé, et du coup, en fait, quand tu commences à accepter un truc, on croit que c'est ok pour tout, alors que non. Et du coup, ça, je l'ai un petit peu expérimenté, et c'est vrai que j'en parle beaucoup, notamment avec ma maman, on discute de ça, et on a beaucoup... En fait, on s'apprend beaucoup l'une de l'autre. Mais voilà, moi j'ai compris que c'était une vision positive qu'elle m'avait transmise, mais que moi je devais y mettre un peu de moi et la remoderniser un peu. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi avec actuellement comment ça se passe, la vision du management qui est très différente aussi aujourd'hui, nos attentes qui sont différentes aussi en tant
que jeune femme, etc. Donc, Totalement. donc voilà. Mais du coup, est-ce qu'elles ont aussi un peu influencé ta vision du féminisme en fait? Parce que c'est des femmes qui sont du coup très féministes, parce que c'est un peu comme tu dis, des working girls. Et je crois que. Ouais, je sais pas si elles mettent le mot féminisme, parce qu'à une certaine période, le mot féminisme était un peu vu négativement, parce qu'on reliait ça un peu de manière extrême. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé et moi, j'ai aucun mal à dire que je suis féministe, je suis hyper fière de le dire et tout. Mais c'est vrai qu'elles ont planté des petites graines de valeur, c'est sûr. Ma grand-mère, c'est une femme hyper moderne. J'aborde plein de sujets avec elle, de féminisme, de la société actuelle, de comment c'est en train d'évoluer et tout. Et on se rejoint vachement, donc je suis hyper fière de ça. Bah oui, carrément, c'est vrai qu'on a une génération quand même très différente. Voilà, c'est ça, et donc forcément, elles ont, comme je disais, mis des petites graines pour que les combats que je mène aujourd'hui et ce pourquoi je milite, quoi. Ok, trop bien. T'as été modèle aussi. Ouais, un petit peu. On peut le dire. Du coup, est-ce que ça, comment tu l'as... Est-ce que c'était... est-ce que déjà tu te sentais bien devant l'objectif, ou parfois t'avais du mal avec ton image, parce que je pense que c'est ça qui doit être très difficile quand tu fais un métier d'image. C'est l'image que tu renvoies en fait aux autres. Donc est-ce que pour toi ça a été toujours facile? C'est un peu venu à moi par hasard, je l'ai pas cherché, okay. Et j'ai expérimenté ça pendant quelques années, aujourd'hui plus du tout. Mais du coup, je me suis jamais mis trop de pression déjà par rapport à ça. C'était plus un truc à côté. Et c'était pas en agence, c'était pas de la photo du studio, c'était plus de la photo artistique en collaboration avec des artistes photographes. Et du coup, en termes d'image, moi j'avais un rapport un peu au théâtre en fait, avec le fait de poser. Je rentrais vraiment dans un personnage et justement c'était une manière pour moi de m'éclater un petit peu, parce qu'avec les photographes avec qui j'ai travaillé, on créait un univers, on faisait de la mise en scène, quoi. Et donc c'était pas Lali, moi devant l'objectif, c'était le personnage de Lali où j'avais envie, il y a des curseurs que je montais plus, tu vois, par exemple là j'avais envie d'être hyper confiante. Je me souviens d'un shooting que j'ai fait où on dirait un peu la cover de Pulp Fiction, tu vois, par exemple. Et du coup, c'est des univers que tu crées où du coup j'avais une distance en fait avec moi-même et ce que je transmettais à travers les photos, quoi. Du coup, quand tu regardes ces images, tu te reconnais, ou tu te dis, ok, là ou alors c'est cette version-là de moi-même, et celle-ci c'est une autre version de moi-même. Ouais, en fait j'ai un rapport au personnage, quoi. Genre, c'est trop cool, je trouve que c'est trop bien de faire comme ça. Comme une comédienne, tu vois, qui fait des films, alors je mets un peu de moi, tu vois, comme une actrice qui va jouer dans un film, il y a certainement un moment, une petite part d'elle dans une scène. Oui. Moi c'est un peu ça aussi, oui, il y a un petit peu de moi dans chaque shooting que j'ai fait, mais en vrai je me reconnais pas à 100% parce que je joue un personnage, je rentre dans un truc où voilà. Et ça a quand même augmenté ta confiance en toi, ou pas forcément? Parce que du coup, vu que t'as l'impression d'être quelqu'un d'autre, on a compris un peu une partie de toi, mais du coup, quand tu vois ces photos, ça a développé une confiance en toi ou non? Parce que justement, t'as l'impression de jouer juste un personnage et... C'est un peu à double tranchant. Alors oui, il y a quand même une part où ça booste d'une certaine manière la confiance en soi, parce que j'ai plein de chouettes photos de moi dont je suis fière. J'ai travaillé beaucoup avec une photographe qui s'appelle Amandine Baudet, qui est une amie très chère à mon cœur, qui a fait une exposition où du coup il y avait des photos de moi et tout. Donc c'est des petits trucs quand même assez chouettes, c'est des chouettes anecdotes, on va dire. Donc ça rebooste, et à la fois moi j'avais un peu ce truc de... j'ai déjà eu des commentaires du style « Ah, c'est toi sur la photo ?» Dis donc, on te reconnaît pas, tu vois. Ah, j'ai fait mieux en photo. Voilà. Et genre là, t'es en mode super, merci. Forcément, il y a des mises en scène, donc je pense qu'il y a parfois il y a du maquillage, il y a des coiffures, la lumière. Alors même si on te retouche pas physiquement, en forme et tout, t'es mis à ton avantage, ça, tu vois. Et du coup, t'es là en mode super, merci. Ça veut dire quoi que... Ça veut dire quoi, oui. Et du coup, ça par contre, c'était un petit peu un moment complexant, entre guillemets, et là, ça peut avoir un peu l'effet inverse en termes de confiance en soi, parce que t'as un peu ce truc de « Ah super, la personne a vu mes photos, mais qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va me voir et quand elle va me rencontrer ?» tu doutes, quoi. Il y a un peu ce doute-là. Et puis quand tu fais comme tu dis, alors beaucoup c'était pas mon métier, mais on va dire un métier d'image, on va utiliser ce terme-là, tu mets ton corps et ton physique en avant, donc les gens se sentent libres de faire des commentaires. Mais ça fait partie du jeu aussi. C'est ça. Voilà. Et pour le coup, j'ai eu plus de commentaires positifs parce que j'étais pas ultra connue, et donc déjà ça enlève un peu les haters et tout.
Donc j'ai eu plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, donc ça déjà c'est chouette. Mais du coup les gens, comme je disais, se sentent plus libres de faire des commentaires sur ton physique et tout. Alors que en vrai c'était pas pour ça que je le faisais, mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. C'est vrai qu'à une plus grande échelle, je sais pas comment je l'aurais vécu. Là pour le coup, ça allait, donc ça m'a quand même boosté ma confiance en moi plus que fait l'inverse. Après il faut savoir aussi se détacher de ça parce que on s'habitue vite en fait au fait d'avoir des chouettes photos de soi. Oui, je comprends. Et du coup ça s'est arrêté et tout. Il y a un peu un moment de redescente où t'es en mode ah mais putain ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vrai, tu dois un peu perdre confiance en te disant pourquoi j'ai changé. Après il y a eu le Covid pour le coup, moi il y a eu le Covid qui a eu un impact fort parce que du coup plus de shooting pendant un moment. Puis après j'ai déménagé à Bruxelles donc mon réseau a changé donc du coup j'ai mis aussi plus d'énergie dans d'autres projets donc j'ai moins développé ça et là j'avais un compte Instagram que j'alimentais que j'ai décidé de supprimer. Tu m'as dit, je l'ai jamais vu du coup. J'avais un petit compte Instagram qui me servait de book en fait et à un moment j'ai essayé de rentrer aussi en agence et tout et de développer ça. Il y en a pas mal des agences à Bruxelles je pense. Ouais, il y en a pas mal mais et en même temps je me suis toujours dit que si ça devait être mon destin ça viendrait à moi et que j'irais pas courir après ça parce que je voyais aussi les aspects négatifs de ça aussi. Oui puis encore une fois t'as d'autres passions à côté, t'as d'autres choses, c'est pas ça, c'était pas mon objectif principal. Donc j'étais en mode tout bénéf si ça fonctionne et que je peux avoir des petits jobs là-dedans et tout parce que c'était plus une passion tu vois et j'avais pas l'impression de travailler que en faire un projet vraiment professionnel. Mais voilà du coup c'était quand même une chouette expérience. Oui carrément, je me doute. Mais j'aimerais bien voir ces photos mais... Il y a plus le compte Instagram mais bon je les ai dans mon téléphone. Je sais que t'es aussi quand même assez angoissée. Ouais. Enfin bon comme beaucoup de gens mais est-ce que tu penses que tes angoisses elles viennent plus de la peur de l'échec ou du regard des autres ou alors les deux? Alors moi j'ai quand même... Alors il y a un peu des deux en vrai parce que pour moi c'est lié mais je pense que le regard des autres du coup davantage faut que je m'en détache et tout et c'est un gros dos pour moi qu'il faut que je travaille. Voilà tu vois je pense que tous on a un petit peu de ça. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse pas mal et qui peut me freiner dans certains de mes projets ou comment je vais être, ça peut un peu me down au niveau de la confiance en soi et tout. Donc plus sur ce prisme là que voilà. Est-ce que tu penses que parfois ça peut être un moteur aussi tu vois? Genre quand t'es angoissée par quelque chose que toi je sais que tu touches tellement à tout et tu te remets quand même, tu t'es remise quand même plusieurs fois en question. Parfois est-ce que ça peut être un moteur ou pas du tout Encore une fois je crois que je vais beaucoup le répéter mais ça dépend où on place le curseur. Tu vois quand parce qu'il y a des moments d'angoisse où tu sais plus placer ce curseur là et donc t'es dans une boucle et donc t'avances pas, ça te freine plus parce que t'es juste t'es juste avec toi-même et dans un cercle vicieux infernal. Mais quand t'arrives juste à trouver le bon équilibre, alors c'est jamais agréable d'angoisser, c'est jamais un chouette moment, mais c'est juste d'avoir un petit peu la force d'en faire après quelque chose de positif et tout. Là c'est cool, c'est cool, voilà. Mais du coup oui je pense que ça peut être un moteur. Mais ça prend du temps de savoir gérer ses angoisses, ça demande beaucoup d'énergie. Il y en a des nouvelles aussi, plus tu grandis, puis il y a d'autres angoisses qui arrivent. C'est ça, puis parfois on n'y arrive pas, parfois on y arrive, ça dépend quoi, mais ça demande du travail et de la persévérance et voilà. Ok, mais du coup t'arrives quand même parfois à lâcher prise? Enfin t'as l'impression que maintenant t'arrives à lâcher prise? C'est marrant parce que du coup on fait le podcast au bon moment. Ah, trop bien. Parce que là actuellement je pense que c'est la première fois dans mon petit parcours de vie que j'arrive un petit peu à lâcher prise. Trop bien, génial. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez contrôlant, j'aime bien savoir, j'aime bien avoir le contrôle, voilà. Donc là pour la première fois je commence un petit peu à lâcher prise, à savoir où je vais mettre de l'énergie, où je vais en mettre un peu moins. À pas être à 100% de tout, voire 200% et m'équilibrer un peu plus. Donc ça fait du bien, j'espère que ça va perdurer le plus possible. Si tu as commencé à l'apprendre et à le mettre en place, t'as raison, trop bien. Est-ce que si tu pouvais t'enlever une peur, là tout de suite maintenant, ça serait laquelle? Si je pouvais m'enlever une peur... si t'as pas d'idée... Non, en vrai...
Bah, et déjà la peur de l'avenir, mais bon, ça, je pense que encore une fois, dans voilà, notre génération et tout, c'est compliqué et voilà. Et puis, bah, ça rejoint ce que je disais avant, le regard des autres. J'aimerais bien me libérer de ça en vrai, parce que je pense que ça me freine sur plein de trucs et que ça va venir et que voilà. Mais si je pouvais m'enlever ça, genre comme ça, en claquant des doigts, je signe. Donnez-moi un crayon, s'il vous plaît. Ok. Et bah du coup, j'ai juste une dernière question. Si tu pouvais te dire un truc à toi, il y a 5 ans, enfin il y a 5 ans auparavant, pardon, si tu pouvais te donner un petit conseil, ouais, un petit conseil plutôt en fait, est-ce que t'en aurais un bah, je dirais, c'est un peu bateau, mais faire confiance au processus et ouais, faire confiance au processus, pas trop se mettre de pression, même si c'est un peu facile à dire maintenant avec le recul. Et je dirais qu'elle va avoir un chouette petit chien qui va lui apporter plein de bonheur dans 5 ans plus tard. Et que du coup, ça vaut le coup de continuer à avancer, de continuer de se battre pour ses objectifs et pour la vie qu'on veut, quoi. Trop bien, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas si tu veux donner un petit dernier mot ou pas, ou si t'as quelque chose à dire. Bah peut-être pourquoi pas mettre en avant, je travaille en ce moment sur un festival qui s'appelle le Festival Les Équinoxes, qui se passe le 22 mars à la Tricoterie à Bruxelles. Ok, ah oui, tu m'en avais parlé, je pense. Ouais, et c'est un festival féministe aux valeurs inclusives, durables et accessibles. Et du coup, alors, je mets beaucoup d'énergie avec l'équipe de bénévoles avec qui on travaille toutes, parce qu'on est une majorité de femmes. Donc, si vous voulez donner de la force à ce projet, c'est le moment d'aller voir sur Instagram. Et pourquoi pas venir nous voir au festival. Carrément. Je vous mettrai le lien du coup sur YouTube. Ouais, trop chouette. Mais ouais, trop bien. Ok, bon bah merci beaucoup pour ton temps. Et puis on se reparle bientôt. Oui. Et j'espère du coup te voir aussi pendant. Enfin, je vais venir, je pense que c'est ouais, trop bien. Mais voilà. Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.